difficulté, c'est que les rapports entre les jeunes et la police ont été très compliqués en même temps. Et là, il y a un travail qui avait été fait il y a quelques années ici à Nantes. Moi, je dis qu'il faut avoir beaucoup plus d'éducateurs dans les quartiers, aller vers les jeunes. Ils ne sont pas vraiment l'étiquette qu'on leur donne, méchants ou violence. Il suffit d'aller vers eux, savoir ce qu'ils veulent et puis les accompagner. On dit que ça ne concerne que les jeunes, mais est-ce que ça concerne que les jeunes? Moi, je pense que non. Ça concerne tout le monde, tous les habitants, tous les politiques, que ce soit les élus du quartier. Là, aujourd'hui, les jeunes concernés par ces problèmes-là ne sont pas là. Essayer de les ramener à participer au débat. Et on a parlé beaucoup des jeunes et je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue. C'est par l'école, c'est par l'éducation, l'école et les parents, qu'on réussira à modifier la situation. En France, à 90%, les policiers sont issus de la province. À 90%, leur peur, c'est d'être affectés en région parisienne ou alors dans les quartiers difficiles. Et souvent, ils commencent. Il y a une solution et une action qu'on veut remettre en place, c'est vraiment la médiation jeunes policiers. Parce que c'est la première institution en défiance. Et ce jeu de chat et souris, provocation et tout, on ne peut pas le laisser faire. On ne peut pas laisser faire cette carte de CRS débarquer dans un gymnase un soir. On ne peut pas laisser la BAC faire son cow-boy tout le temps. C'est pas possible. Mais renouer le dialogue, on sait que c'est possible puisqu'on l'a déjà fait une fois. Et je pense qu'il va falloir le remettre en place, mais qu'on le travaille sur du long terme et pas en one-shot une année et après on oublie tout ce qui s'est passé. La Turballe, le Croisic ou encore Pornic, les pêcheurs sont partis tôt de leurs ports respectifs pour faire part de leurs craintes au Premier ministre. On a des grosses inquiétudes sur le devenir de nos quotas. Donc on va profiter de cette occasion pour faire voir qu'on est des acteurs tout à fait dignes d'entente, de considération et surtout de prise en compte. Et parmi ces acteurs, des civeliers dont les inquiétudes ne datent pas d'aujourd'hui. Cette année, les scientifiques ont reconnu que la civelle n'était plus en danger puisque notre quota de pêche a été doublé. On est passé de 40 tonnes à 75 tonnes. Sauf que notre souci, c'est ce que nous souhaiterions, c'est l'ouverture vers l'Asie. Un marché bloqué à l'échelle de l'Union européenne qui fait tiquer les pêcheurs, mais aussi des activités illégales qui font défaut. Aujourd'hui, il y a toujours cette demande asiatique qui est forte. C'est le braconnage qui fournit cette demande. Et quand on est dans un pays où on entend parler sans arrêt que de relance, nous, la civelle, c'est le meilleur outil pour la relance économique. Pour Jérôme, civelier de longue date, les conséquences de ces contraintes s'observent au quotidien. Oui, il y a 17 ans, on était 150-200 bateaux ici. Là maintenant, on n'est plus qu'une petite cinquantaine. On vivait de 70%, 80% de notre chiffre d'affaires des civelles. Et puis depuis qu'on a des quotas, que le prix baisse, les gars, ils s'en sortent plus. Les civeliers souhaitent valoriser leur implication dans la préservation de l'espèce et montrer qu'ils ne sont plus les prédateurs de la petite anguille. Un mur de CRS a accueilli les premiers manifestants en fin de matinée. Impossible pour eux d'approcher la cité des Congrès où Manuel Valls était attendu. En première ligne, donc, les bonnets rouges de Loire-Atlantique, accompagnés de quelques Bretons pro-réunification. Puis les ont rejoints divers groupes, syndicats ou associations, tous remontés contre le gouvernement. La venue du Premier ministre, c'est l'occasion de s'exprimer. Nous défendons la famille et nous voulons montrer notre mécontentement. On est là pour défendre le pouvoir d'achat, les retraites. Enfin, aujourd'hui, on est plus attiré sur les salariés. Donc voilà, on vient exprimer notre ras-le-bol. Et alors que tout ce petit monde formulait comme il pouvait ses opinions, Manuel Valls prenait discrètement place au pupitre des assises devant les professionnels de la mer. Les chantiers de l'Atlantique, disent encore certains, avec ses 2000 emplois à Saint-Nazaire. Une courte apparition relayée par la venue d'un Jean-Luc Mélenchon tout aussi protestataire. Le Premier ministre concentre tous les échecs et toutes les impasses dans le domaine de l'économie de la mer. Son budget ne permet pas le développement de l'économie de la mer, ses propos sont incohérents. Manuel Valls, lui, est reparti comme il est venu, sans un coup d'œil à tous ses contestataires. L'essentiel du rapport critique le choix d'un partenariat public-privé pour réaliser les travaux de valorisation du centre-bourg. La Cour des comptes estime que si la commune avait elle-même réalisé l'ensemble du projet, elle aurait économisé 1,8 million d'euros. Impossible, répond le maire de l'époque. Ceux qui connaissent un peu la chose publique savent qu'une commune de la taille de Thoiry-sur-Loire n'a pas toutes les compétences en son sein permettant de traiter des négociations d'immobilier. Je trouve que c'est une analyse erronée. Mais la nouvelle équipe municipale, de droite, se réjouit, elle, de ces conclusions. On pensait que
déjà le projet de l'hôtel de ville était un petit peu surdimensionné peut-être par rapport aux besoins réels de la ville de Thoiré, et qu'on aurait effectivement pu faire les choses de façon très différente pour que la ville de Thoiré n'ait pas un contrat qui court sur 25 ans. Le rapport revient évidemment sur le prêt toxique contracté à Dexia. La justice n'a pas encore réglé ce contentieux. Enfin, il dénonce aussi les contrats de travail du personnel communal, négociés en 2001 avec 7 jours de congé de plus que les 5 semaines minimum légales. Recours rejeté, les commerces rouvriront bien les dimanches après-midi 14 et 21 décembre. La CFTC a appelé les salariés à se mettre en grève les 2 jours concernés, quitte à les défendre en cas de mesures disciplinaires. Pour l'association Plein Centre, cette autorisation d'ouverture le dimanche est au contraire une bonne décision. Les gens, les consommateurs viennent dans le centre-ville ces dimanches-là, puisqu'il y a le marché de Noël qui est installé. Il y a également beaucoup de personnes qui viennent de la périphérie et des autres villes alentours. Donc, de toute façon, il y a du flux supplémentaire ces dimanches-là. Donc c'est du chiffre d'affaires additionnel. C'était nécessaire que ce soit fait, et parce que le centre-ville a souffert ces derniers temps, le centre-ville de Nantes, par les travaux, par l'agrandissement des surfaces de périphérie, etc. Donc il y avait un réel besoin économique. Aujourd'hui, les commerces peuvent ouvrir 5 dimanches par an sous l'autorisation du maire. Le projet de loi Macron présenté au Conseil des ministres le 10 décembre assouplit la règle du jeu et autorisera jusqu'à 12 dimanches d'ouverture chaque année. Une loi qui inquiète les syndicats. Ce qui est à craindre, c'est la généralisation du travail du dimanche. Et là, généralisation du travail du dimanche, on s'apercevra, si c'est le cas, que tous les arguments tombent. L'argument économique ne tiendra pas, puisque les consommateurs français n'ont pas 2 porte-monnaies, un pour la semaine, un pour le dimanche, et les rémunérations exceptionnelles ne le seront plus. Notez qu'en France, près d'1 salarié sur 3 travaille le dimanche. Agression à l'arme blanche, coup de feu, passage à tabac dans le lycée Monge. Après le quartier Malakoff, les quartiers Nord et La Bottière sont également le théâtre d'affrontements entre bandes rivales. Face à cette montée de violence, la mairie de Nantes a fait appel à la préfecture pour lutter contre le phénomène. Je crois que nous devons les uns et les autres faire preuve d'une mobilisation collective. Je souhaite, et j'ai interpellé en ce sens, un renforcement exceptionnel des effectifs de police sur le territoire de Nantes. Du côté de la préfecture, on a entendu l'appel de la mairie sans pour autant répondre à toutes les demandes. Je dis oui, sauf que je précise qu'on ne peut pas les avoir tout de suite parce qu'il y a un travail interne à l'État, au gouvernement, au ministère de l'Intérieur. Il y a un travail interne qui est nécessaire. Il est nécessaire pour des raisons opérationnelles. Pour que les renforts de police soient le plus efficaces possible, il faut qu'ils soient présents dans les bons lieux, de manière aléatoire, au plan géographique, comme dans le temps. Donc pas de renforts supplémentaires dans l'immédiat, mais une mobilisation plus ciblée des forces de police pour sécuriser les lieux sensibles. Dans la mesure et dans les moyens qui sont disponibles à un instant T, on va assurer la sécurisation des entrées et sorties du lycée Monge pour les quartiers Nord et du lycée Léonard de Vinci en ce qui concerne La Bottière, puisque c'est près de ces 2 établissements ou dans Monge, dans l'établissement, qu'on a connu des problèmes. Parallèlement, une cellule spécifique de police judiciaire a été créée. Son objectif, faire avancer plus efficacement l'enquête et aboutir prochainement à de nouvelles interpellations. Une commande qui assure du travail jusqu'en 2020. Royal Caribbean Cruises et le chantier STX ont signé jeudi soir une lettre d'intention de commande de 2 navires de croisière. 300 mètres de long, 1450 cabines, 2900 passagers. Ces 2 paquebots représentent 11 millions d'heures de travail pour un montant de 1,2 milliard d'euros. Évidemment, il faut nuancer un petit peu les choses. Le bureau d'études sera le premier à ne plus avoir de travail. Il faut trouver des commandes en 2016 pour le bureau d'études. Les ateliers ont du travail jusqu'en 2019 et puis les métiers d'armement jusqu'en 2020. Ce sont des paquebots de très haut niveau en termes de luxe et qui ont la volonté de pouvoir aller presque partout dans le monde, pas dans les glaces, mais sous tous les climats, de pouvoir passer le canal de Panama, le canal de Suez. L'armateur américain Royal Caribbean Cruises est un client historique du chantier nazérien qui lui avait construit 12 navires dans les années 80 et 90. Une bonne nouvelle qui permet d'apaiser les inquiétudes liées à la suspension des 2 Mistral vendus à la Russie.
Effectivement, c'est pris comme une bonne nouvelle. Maintenant, ce qu'on espère tous, c'est qu'en termes d'emploi, ça va se traduire par des embauches. On est aux environs de 2000 personnes statutaires au chantier. On est en train de faire le plus gros paquebot du monde. Il faut savoir qu'on est 2 fois moins qu'à l'époque du Queen Mary. Depuis 2 ans, on a embauché 250 personnes en CDI. On a encore une 50aine de personnes qui sont en processus d'embauche. Et très vraisemblablement, on va encore en ajouter un certain nombre suite à la prise de cette commande. La construction du premier navire devrait commencer à l'été 2016, le second un an plus tard, pour une livraison 2018 et 2020. Il avait notamment travaillé ici au port à bois, déchargé depuis 1975 des tonnes de planches comme celle-ci, chargées de solvants ou de fongicides, des céréales bourrées de pesticides ou encore des engrais à base de nitrate ou de phosphate. Quand Jean-Luc Chagnolot a découvert son cancer du rein en 2007, il a tout de suite fait le lien avec son travail et débuté un combat juridique. Il a fallu récolter des preuves, fournir des études car sa maladie n'était pas répertoriée comme une maladie professionnelle. Aujourd'hui, la victoire a un goût amer pour les proches et les collègues, désormais réunis en association. Chacun a en tête la souffrance morale de Jean-Luc, sa souffrance physique au moment de sa maladie, et puis également tous les espoirs qu'il mettait dans le combat qu'il était le sien pour faire reconnaître ses droits, mais aussi pour faire reconnaître les droits de ses collègues. Et donc, de ce point de vue, oui, c'est un succès. Un métier exposé à 5 cancérigènes, une espérance de vie de 7 ans inférieure à la moyenne, selon l'association. Si les dispositifs de protection se sont améliorés, le travail reste toujours pénible. Quand les bateaux arrivent du Brésil ou d'Argentine ou d'ailleurs, on sait pas, on n'a pas les dosages, c'est fait n'importe comment. On retrouve des fois dans des chiffons du pesticide, on ne sait même pas ce qu'il y a. On a eu des gars qui ont fait des malaises. On est en train de se poser la question, tous ceux qui arrivent à 50 ans, il me reste combien de temps, soit à vivre ou à tomber malade. Ça fait peur quand même. Grâce au combat de Jean-Luc Chagnolot et de ses proches, des dizaines de dockers nantais et nazériens, atteints notamment de cancer des poumons ou de la prostate, vont pouvoir faire valoir leurs droits. Et ils pourraient être bien plus nombreux. Lors d'une enquête préalable, l'association a sondé près de 250 dockers. La moitié étaient malades ou décédés. La tête à l'envers. Depuis plusieurs semaines, les joueurs du NRMV n'y arrivent plus. La défaite 3-7-0 face à Caen en témoigne. Les volleyeurs nanto-roséens sont au fond du trou, sans idée et surtout sans révolte, ce qui exaspère leur entraîneur Martin Desmar. Je suis en colère, je suis déçu pour mon joueur, pour mon équipe. C'est vrai, comme on a perdu contre Saint-Nazaire, c'était pour nous un match très important, crucial. Et depuis là, on n'arrive pas à se remettre en place.